Et donc, on va parler d'amour, on va parler de sexualité avec Alain Delannoy, qui est venu nous présenter ses travaux. Alors, Alain Delannoy, il est docteur en lettres modernes et spécialiste de Proudhon. Mais surprise, surprise, il vous parle d'anthropologie de l'amour sexuel, l'état des lieux, carrément l'état des lieux. Et alors là, attention les yeux, pour la couverture, théorie de la sexualité, l'interdit et la transgression. Et voilà. Bon, ça dit tout. Et puis, de l'autre côté, le père Gaspard Craplet, alors là, c'est Doukinaltoum, n'est-ce pas, qui est montagnard, enfin presque alpiniste, et qui est prêtre aussi. Donc, vous voyez, c'est Doukinaltoum dans tous les sens du La terme, Bible dit que et c'est qui de va se couvrir, nous parler de lui, alors, se couvrir l'amour pour de feuilles de figuier. devenir. Alors, qu'est-ce qui se passe là? J'entends des D'ailleurs, arrière, à propos de des fruits, le bruits fruit de... dans mon casque qui ne sont pas les sons d'aucun de mes invités. Et donc, Doukin Altoum, lui, c'est l'amour libre pour mieux aimer, voilà. Et bonjour mon père. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, voilà. Donc merci d'être là tous les deux pour nous parler d'amour, de sexualité. Alors pourquoi? Parce que c'est le week-end de la Saint-Valentin, bien sûr, je me suis amusée, mais aussi parce qu'on n'a jamais autant parlé, non pas d'amour, mais de sexualité. Et c'est effrayant parce qu'on a souvent beaucoup, vous voyez, ce dragueur que j'aime beaucoup, vous irez voir sur YouTube, ça s'appelle Le Faussaire. C'est cette drague un peu gentille qui mise sur la naïveté, le charme, etc. de l'homme qui est en face. Et aujourd'hui, en fait, des discours un peu fleurs bleues. Bon, les cœurs de la Saint-Valentin, on les a toujours, les bouquets de fleurs, bien sûr, les pâtissiers qui font leurs gâteaux en forme de cœur et tout. Mais je n'ai jamais, en tant que journaliste, reçu autant de messages et de propositions, de sujets, voire de tests, attention, sur la sexualité. Alors des objets, enfin toutes sortes de choses. La dernière, je vais quand même vous le dire, pour que après je vais vous laisser parler, de votre regard sur cette évolution, chacun avec votre prisme. J'ai reçu une proposition pour parler d'un objet fantastique qui est vous savez, un petit sac pour les femmes, les sacs bananes, c'est-à-dire ce qu'on met autour de la taille, mais maintenant on les met plutôt en bandoulière, qui s'appelle la vulve. Et en fait, ça représente une vulve féminine. Et pourquoi ces partenariats avec deux grandes marques? Pourquoi? Pour venir en aide aux femmes en détresse dans le monde, comme en Inde, etc. Donc moi j'ai répondu, on m'a répondu, mais Salza, nous percevons comme une pointe d'ironie dans votre bouche. Bon. Et oui, parce que la question c'est est-ce que ça va vraiment rendre service aux femmes, ce genre voilà. Et donc, et un peu tout est à l'avenant aujourd'hui. Donc nous, on va parler peut-être des langages de l'amour. Et permettez-moi, mon père, c'est pas très courtois ce que je vais faire, mais je vais d'abord m'adresser à Alain Delannoy. Votre livre à vous, il est chez Artege et celui d'Alain Delannoy, les deux sont chez L'Harmattan. Voilà. Chez Alain Delannoy, parce que finalement, Alain Delannoy, pourquoi vous, spécialiste de Proudhon, avez-vous fait ces deux ouvrages? Est-ce que c'est ce besoin de comprendre un fait social? Est-ce que aussi, c'est parce que vous voyez une évolution dans ce rapport à la sexualité dont on parle, on n'a jamais autant parlé, qui est entre guillemets décomplexé et voilà, qui devient quasiment froid et je dirais chirurgical. Ça, c'était Maupassant qui disait ça. Mon interrogation, elle vient de la littérature, c'est-à-dire que ça fait un bout de temps que je remarque qui m'est venu dans la lecture des textes, l'idée qu'il n'y avait pas seulement au niveau de l'amour quelque chose qui était descriptif, c'est-à-dire certains auteurs ne décrivent pas seulement l'amour, mais performatif, c'est-à-dire qu'ils expliquent comment doit être l'amour, et en fait c'est une description de comment on doit comprendre l'amour, le vivre, etc. Ça part de ça. Et ça parle d'amour. Ça part de cette description littéraire, et pas que littéraire, je veux dire, c'est dans tout, même dans les films, il peut y avoir des moments où je me suis dit, en regardant, en lisant, mais qu'est-ce qu'on nous dit là? Est-ce que cet homme, quand il dit, voilà, je ressens un amour qui dépasse tout ce que
tout ce qui est possible de faire, c'est absolument impossible pour moi de vivre sans elle, etc. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est pas quelque chose? Il faut que l'amour soit comme ça. Je me suis aperçu que, à mon avis, les langages sur l'amour, tous, hein, sauf les langages purement scientifiques qui sont très rares, Mmh. très, 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 très rares, même chez les sexologues. Beaucoup de sexologues ne parlent pas d'amour scientifiquement. Ils en Est-ce, parlent techniquement, mais pas même, scientifiquement. est-ce que c'est technique encore? Il y a certains, Ouf, c'est pas très technique non plus, faut pas exagérer. il y a certains qui prétendent qu'ils transmettent des savoirs, alors que je sais, moi, pour avoir cherché dans les livres, que ce qu'ils transmettent ne sont pas des savoirs. Ouais, ouais. Alors, quand vous parlez de l'amour-passion, alors là, ça va être intéressant pour le père aussi, Gaspard Krappelé, c'est-à-dire que vous parlez d'amour sexuel. Alors d'abord, l'amour peut-il être sexuel? L'amour peut-il... je parle d'amour et de sentiments amoureux. D'abord, la sexualité peut-elle réellement, tout en restant elle-même, être dissociée de l'amour? Peut-elle dissociée du sentiment amoureux? Est-ce qu'on ne retrouve plus qu'une simple technique? Et est-ce que quand vous parlez de ces descriptions littéraires, on n'entre pas plutôt dans ce que Denis de Rougemont appelait cet amour-passion, dont lui, il voit quelque chose de mortifère. Il dit ça vient d'abord aussi de nos troubadours, ça vient du Moyen-Âge, etc. C'était repris même dans la poésie arabe, hein. Et lui, en réponse, il parle du couple... c'est-à-dire qu'il va s'engager et finalement, lui, il ne parle pas de cellules de base de la société, mais de ce couple qui s'engage dans le mariage, qui se donne pleinement. Est-ce que vous voulez réagir, Père Gaspard Krappelé? Eh bien, moi, j'ai aussi cette vision d'un couple de construire quelque chose qui a de la volonté, parce que si on laisse juste jaillir nos pulsions, il y a quelque chose qui n'est pas libre, voilà. Et si c'est juste les flux d'hormones, on ne sait pas très bien ce que ça peut donner ensuite. Est-ce que ça va durer dans le temps? Néanmoins, je pense que cette image d'amour-passion est quand même vraie. Alors, je ne sais pas scientifiquement qu'est-ce qui se passe dans un cœur. Il paraît que Saint-Philippe Néri a eu un cœur très gros qui lui a même cassé des côtes, tellement il aimait Dieu. Voilà. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Parce qu'il y en a qui disent le cœur brisé, vous savez, ce symbole du cœur brisé, eh ben, il se passe quand même quelque chose dans le cœur quand on a quelque chose Mmh, de lourd. Donc mmh. il y a bien quelque chose, et je trouve que cet amour-passion est très beau, et justement, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est cette fécondation, ce mariage, on pourrait dire, entre la volonté, où on désire construire quelque chose, et puis la passion. Parce que la passion, il faut la nourrir. Enfin, c'est comme un feu, il faut la nourrir avec des bûches pour que ça rayonne. Alors, Alain Delannoy-Chemin, vous vouliez parler de Oui, je vais déjà répondre à cette votre chimie, première... non? Je vais déjà commencer par répondre par votre première question. L'amour sexuel, c'est juste que ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de la patrie, ce n'est pas l'amour du chocolat, ce n'est pas l'amour de ses enfants, de son chat, etc. C'est l'amour homme-femme, etc. Bon, Mmh, d'accord. voilà, c'est tout, hein. Donc c'est à la fois l'amour en tant que sentiment et en tant que rapport amoureux, rapports intimes. Oui, alors pour l'amour romantique, ça a une définition scientifique, hein. C'est une motivation généralement associée au désir d'un accouplement à long terme avec un individu particulier. Il peut se produire tout au long de la vie et est associé à une activité cognitive, émotionnelle, comportementale, sociale, génétique, neuronale et endocrinienne spécifique dans les deux sexes. Pendant une grande partie du cycle de vie, il remplit des fonctions de choix de partenaires, de cours, de sexe et de création de liens de couple. Il s'agit une série d'adaptations et de sous-produits qui sont apparus à un moment donné au cours de l'histoire évolutive récente des humains. Ça, c'est une définition scientifique donnée par Adam Bode, un chercheur australien que je connais un peu, et Geoff Kuchnik en 2021. D'accord. Donc, il y a quand même, effectivement, mais le cœur peut être pris, parce que c'est vrai que sentir le cœur se serrer, Oui, c'est des absolument. réactions, on a des réactions physiques devant certains êtres, effectivement. C'est Oui, aussi... Et quand on dit qu'on ne... Alors, moi, il y a un moment donné, d'ailleurs, bon, qui m'a fait, qui est au rire et pas rire, c'est de... Ah, je ne sais pas si je vais le retrouver, parce que c'était très amusant, c'était Pagnol. Et... Angèle. voilà.
Alors, alors justement, parce qu'on va essayer de discerner ce que c'est que l'amour, Ah non. cet amour sexuel et cette sexualité. Et l'amour, est-ce qu'on peut les dissocier? Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment amoureux, qu'un homme et une femme s'aiment, s'il n'y a pas aussi cette attirance sexuelle et s'il n'y a pas cette intimité entre eux? Tout ça, et qu'est-ce que la sexualité dégagée finalement de tout sentiment? Alors, moi, alors, simulation de la puissance d'amour sexuel à des exigences physiques telles que boire, manger, uriner, déféquer ou dormir, dont l'abstinence mettrait dans des états que l'on pourrait qualifier de maladifs, n'est pas exagérée, elle est injustifiée. Voilà. On ne peut s'empêcher de devenir fou quand on a perdu le sommeil, alors qu'on ne devient fou que qui le veut bien, à cause d'une peine d'amour ou d'une involontaire continence sexuelle. Alors, je suis moins d'accord avec la peine d'amour, mais bon. Le communiste italien ne croit pas que copuler soit comparable à se désaltérer. Il s'agit de Pasolini. Pasolini. Il remarque au contraire que l'on ne tombe pas enceinte comme si c'était comme avoir bu un verre d'eau. Oui, effectivement, là, c'est mon cite. L'on expire inexorablement si l'on est privé de nourriture ou de boisson, alors que ni ceux de la tribu des Benu Azra et des Banu Audry, quoi qu'on en raconte, ni eux, ni personne ne risque de mourir d'une carence d'amour sexuel. Allez, on ne meurt pas d'amour, Honorine. Quelquefois, on meurt de l'amour de l'autre, quand il achète un revolver. Mais quand on ne voit pas les gens, on les oublie. Et ça, c'est Monsieur Brun Honorine dans Pagnol. Voilà. Ça, c'est bien vu, non, Père Craplet? Oui, tout à fait. Il y a besoin de relations et de se voir fréquemment. Et c'est le drame de certains couples qui sont mariés et qui s'habituent. Et dans l'habitude, finalement, se voient sans se voir. Et d'où l'importance de prendre régulièrement des rendez-vous pour pouvoir... voilà, j'ai été très touché un jour par quelqu'un. Je lui ai demandé s'il pouvait venir m'aider un soir. Et il m'a dit non, j'ai un rendez-vous. Et puis après, il m'a dit à vous, je peux vous le dire, c'est un rendez-vous avec ma femme. Voilà. Non, c'est mignon ça. C'est très très Saint-Valentin ça. C'est très Saint-Valentin. D'ailleurs, on va dire un petit mot de la Saint-Valentin, mais qui a quand même des origines particulières. Peut-être parce que tous les deux, vous avez peut-être votre vision de la Saint-Valentin, bien évidemment. Oui, j'aime bien cette idée de rendez-vous. Oui, qui veut? Oui. Cette idée de rendez-vous Alain Delannoy, me fait toujours sur penser... Radio Courtoisie. Excusez-moi. Cette idée de rendez-vous me fait penser à la chanson que je cite à un moment, je ne sais plus lequel des deux tomes, c'est le même livre, hein, c'est l'éditeur qui l'a coupé en deux. La chanson de Kate Bush, Babushka, dans laquelle elle raconte que l'amour se fane avec son mari, avec son conjoint, et donc pour exciter ça, elle lui envoie des lettres et elle lui donne un rendez-vous et il est de nouveau amoureux, enfin, en quelque sorte. Oui, cette femme Ravlivi, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, Père Gaspard Craplet, en fait, d'un couple qui était au bord de la rupture, comme ça. Oui, mais en fait, c'est assez fréquent. Et je trouve que savoir entretenir cette flamme, il y a des petites choses. Et moi, j'ai assisté à une réunion avec des couples récemment. Et il y en a deux qui avaient les mêmes, un peu les mêmes trucs, qui de laisser l'autre part en voyage, et ben je lui glisse un petit mot dans sa valise. Et puis, au contraire, celui qui part laisse sous l'oreiller du conjoint un petit mot aussi en partant. Alors, il y avait un autre couple qui disait « Ah ben moi, je trouvais ça un peu nunuche, j'osais pas, mais puisque vous en parlez. » Et puis après, plus tard, quand je les ai revus, ils disaient « Ah, mais c'est le coup des petits mots, c'est quand même sympa. » Voilà, remettre des petites bûches qui sont peut-être moins grosses que des grosses bûches, mais qui font des flammes et qui apportent de la joie. Ouais. Alors c'est vrai que moi je lisais en parallèle un peu les ouvrages, les deux ouvrages qui parlent beaucoup de sexualité d'Alain Delannoy et le vôtre, qui essaie de porter des jeunes vers plutôt le mariage et l'engagement. Et c'est vrai que c'est vrai que ce côté, avec tous ces messages qu'on reçoit en parlant de la sexualité comme de quelque chose d'isolé, en fait, d'un acte isolé,
Eh ben, c'était rafraîchissant de lire en même temps votre ouvrage, parce que d'un côté, parler que de sexualité, et de l'autre côté, c'était assez rafraîchissant. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est dans une société où on nous en parle trop, et on nous en parle d'une manière totalement... on peut pas dire que c'est désincarné, bien au contraire, mais c'est-à-dire en faisant abstraction de tous les sentiments, de tout engagement, de l'amour. Et alors là, je vais en venir, vous voyez bien où je veux en venir. On parle d'éducation à la sexualité. Ceci, vous en parlez aussi, Alain Delannoy, de manière extrêmement claire. Voilà. Donc une sexualité, moi je pense qu'une sexualité dissociée de l'amour est comme un poison. Voilà. À minima, séparée du sentiment amoureux. Parce qu'elle est complètement tournée vers soi, vers son plaisir, par le truchement de l'autre. Et moi, il y a quelque chose que je trouve tout à fait monstrueux, c'est ce qu'on appelle le droit à la sexualité. Mais le droit de quoi? À partir du moment où l'autre, il y a un autre qui est forcément engagé dans l'histoire, il n'y a pas de droit. On a droit sur personne. On a de droit sur personne. Alors, Alain Delannoy, je vous laisse répondre. Alors, d'abord, mon livre n'est pas sur la sexualité, il est sur l'amour sexuel, c'est-à-dire à la fois le sentiment. Je ne fais pas la distinction entre le sentiment et la chose. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. En fait, j'avais embrayé sur l'éducation sexuelle. En fait. Alors moi, d'abord, oui. Est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que c'est de l'acquis? Le père va aussi répondre. Vous savez que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'inné dans cette histoire. Mais on ne va pas parler des animaux, tout ça, parce qu'on ne va pas entrer dans l'histoire de bonobos et tout, même si aujourd'hui, j'ai l'impression que nos contemporains se rapprochent de plus en plus des bonobos, en moins sympathiques, ceci dit. Je pense qu'il y a beaucoup de bobonobos, ce que j'appelle des bobonobos, qui sont à la fois bourgeois, bohèmes, et voudraient vivre comme des bonobos. Ouais. Mais donc voilà, cette éducation à la sexualité des jeunes aujourd'hui, c'est une éducation à des techniques. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc j'ai l'impression qu'on leur instille un poison dès le plus jeune âge. Là, j'ai reçu pareil des communiqués de marques de préservatifs françaises qui se glorifiaient de mettre ça dans les collèges. Oui, alors il y a une chose là. Donc vous dites que c'est inapproprié d'apprendre déjà le consentement, puis ensuite vous déroulez. Mais ça, je vous laisse donner votre avis parce que c'est quand même un sujet assez grave. Pour le fait que ce serait une sexualité qui ne serait orientée que vers soi-même. Alors ça, c'est exactement Sade. C'est ce que vous décrivez, c'est Sade. Sade, c'est ça. Chez Sade, en fait, il n'y a pas tant le plaisir de faire le mal. Ça a été raconté, beaucoup de philosophes racontent ça. Si vous lisez Sade, il n'y a pas de plaisir de faire le mal. L'objet d'amour, enfin l'objet sexuel, l'objet sexualisé est juste un instrument. Est instrumental. Qu'il est mal ou qu'il n'est pas mal, en général, les sadistes, les sadiques, je ne parle pas des BDSM ou des choses comme ça, les vrais sadiques, les sadiens, ça ne leur fait rien. L'autre n'est qu'un instrument. C'est pas le sujet. D'accord. Donc voilà. Moi, ce qui me gêne surtout, les techniques. Non, parce que les techniques, quelles sont les techniques? Je fais très court. Il n'y existe qu'une seule technique universelle, propre à toutes les sociétés humaines, au niveau de l'amour et de la sexualité. La seule technique, c'est le coït pénis-vagin. C'est tout. Oui. Plus de la moitié. C'est difficile à comprendre et à trouver. Donc, effectivement, je ne vois pas très bien ce qu'on peut enseigner après pendant de 4 ans jusqu'à la terminale. Plus de la moitié des sociétés humaines ne connaissent pas, ne pratiquent pas le baiser sur la bouche. Quant à notre cher Marcel Proust, il avait installé refait le salon de sa mère dans un bordel, et il prenait son plaisir en voyant un jeune homme avec un rat dans les mains qui étranglait le rat devant lui, sans contact sexuel. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre à l'école? On va apprendre que telle pratique existe? Non. Ça existe, mais si on apprend les pratiques, il faut dire que voilà comment faisait Proust. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Vous aviez les coupeurs de nattes qui dans les rues de Paris couraient il y a un siècle
Et ça remplissait les journaux, et certains jouissaient en coupant la natte des filles. Oui. Vous dites la logique marchande. Il n'y a pas de limite Oui, à la perversité alors de l'humain. ça revient à ce que l'on dit, à ce que vous dites aussi, c'est que en fait, la sexualité a un lien, et ce qu'on appelle le vilain petit secret, parce qu'en fait, on a besoin du secret ou de se cacher, parce que c'est si on ne se cache pas, eh ben, l'imaginaire, en fait, le cerveau, est perturbé dans son processus. Donc, en fait, on voit que la sexualité est moins, finalement, une réaction physique, voilà, que un imaginaire et un stimuli du cerveau, en fait. Et on revient à ce que je vous expliquais. Et donc, c'est ça, voilà. Et oui, c'est le sale petit secret. Alors, je ne le dirai pas dans la langue originale, sinon je vais devoir mettre une pièce dans le cochon. C'est un mot de D.H. Lawrence, donc on ne va pas suspecter d'être un puritain. D.H. Lawrence, c'est l'auteur de Madame l'amant de Lady Chatterley. Ah oui, l'amant de Lady Chatterley, bien sûr. Voilà, donc, c'est drôle, mais bon, voilà, oui, c'est des choses... Donc, c'est lui qui parle avec insistance du sale petit secret qu'il voit et contre lequel il ne veut pas se battre. Donc, ce qui fait que, en fait, ce qui relève de l'amour et de la sexualité, je ne veux pas séparer les deux, parce que, si vous voulez, en Asie de l'Est, un homme ne doit pas tenir une femme par la main. Sinon, c'est indécent. Donc, les règles de l'indécence sont... Alors qu'en Crète, les femmes pouvaient aller seins nus. Bon, donc, ce qui est du côté de la sexualité, c'est ce qui est du côté de l'intime. C'est ce qui se vit dans l'intimité. Or, ce qui ne me plaît pas du tout dans l'éducation à la sexualité telle qu'elle est envisagée, c'est que c'est amener dans le lieu même de la sociabilité, c'est-à-dire l'école, ce qui est du registre de l'intime. C'est complètement incohérent de parler de sexualité et d'amour devant une salle de classe. Ça n'a pas de sens. La sexualité, ça se vit dans l'intime. Quand on apprend, c'est un parent, le père, la mère qui nous explique comment ça se passe. Quand on a des problèmes, si on a éjaculation précoce ou autre chose, on ne va pas en parler à un banquet de famille ou à une grande réunion. On va en parler en confidence avec un ami. C'est un principe. Oui, on est vraiment, comme vous le disiez, au niveau du registre de l'imaginaire. On a construit dans notre cerveau une région qui est celle de la sexualité et de l'amour, qui est intime, qui est en dehors de la vie sociale, qui, elle, est complètement différente. Oui, complètement différent. Même quand on parle d'amour. Alors, quand on était plus jeune, il y a eu cette éducation à peu près en 4e, mais ça correspondait à la puberté, et on nous apprenait en fait le système reproductif, voilà, en gros. Et une fois qu'on a appris ça, je vois pas très 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 bien ce qu'on peut apprendre, parce que ce que vous venez de dire, et là je vais interroger le père, ça finalement ça rejoint la notion de pudeur, c'est-à-dire que la sexualité, l'intimité avec le couple ne se vit bien que parce que il y a la pudeur au préalable. Sinon d'ailleurs, si vous étiez nu toute la journée, obscène toute la journée, il y a déjà moins de désir qui se crée. Mais autrement, il y a ce côté, voilà, cette pudeur, elle est indispensable. Donc là, on est en train d'apprendre aux enfants d'aller à l'inverse, c'est-à-dire de déballer tout ça avec une impudeur qui risque de porter d'ailleurs atteinte à leur imaginaire et à leur sexualité plus tard, en fait. Et aussi, et donc après, je laisse la parole au père, le consentement. Aujourd'hui, on a imposé le cadre du consentement sexuel chez les adultes qui tient lieu de toute morale. Voyez ? Et donc, on veut apprendre ça aux enfants alors que c'est pas le sujet. Puisque un enfant, tant qu'il n'est pas majeur, je dirais qu'il faut se garder de la sexualité pour plein de raisons. Déjà pour des raisons psychiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas fini. Le cerveau, d'ailleurs, se finit vers 21, 22 ans. Bon. Et puis physiquement, on n'est pas encore très mature, etc. Donc tout ça est assez grave. Peut-être que le père veut rebondir. Alors notamment sur la notion de pudeur, mais je vous laisse parce que j'avais envie
qu'on parle de ça, parce que on peut égratigner l'amour, hein, finalement, le blesser. Alors, c'est vrai que la question de pudeur est très importante pour les jeunes. Et alors, bien sûr, elle est mise à mal par une société hyper sensualisée, par la banalisation de la pornographie, etc. Mais justement, il y a une demande d'autant plus grande et que c'est de cette pudeur. Je dirais que pour apprendre la question de l'amour, c'est la question, évidemment, tout mon livre est là-dessus, c'est la question de la liberté, c'est-à-dire le respect de l'autre, et que dans l'amour, c'est la rencontre de deux libertés qui vont progresser ensemble et qui vont tisser des liens. Et le respect de la liberté est fondamental. Et comme je l'ai entendu là tout à l'heure, si on a une conception de la sexualité qui est uniquement tournée vers soi, je pense à moi, on est centré sur soi. Et là, on est dans l'immaturité. On n'a pas grandi encore. On n'est pas encore assez mûr. Et ça donne des drames parce que quand on est immature, on manque de liberté. Et du coup, on arrive petit à petit à s'enferrer dans des relations qui sont pas justes. Et quand il n'y a pas de liberté, forcément, on finit par jeter le carcan, quoi. On finit par se libérer, ça c'est sûr. Ça prend du temps, peut-être, quelquefois, mais en tout cas, on ne supporte pas. Et donc, au début, on se dit, ah, mais je suis aimé et on est heureux, mais si on est aimé comme du chocolat, hein, c'est-à-dire qu'on est aimé en fait pour l'autre, juste pour être un objet, un instrument, eh bien, c'est là le drame. Et je trouve que quand on est un enfant, on pense un peu qu'à soi, et que en grandissant petit à petit, c'est le rôle de l'éducation, eh bien, on pense à l'autre. Et dans le cas de l'éducation en général, l'éducation à la sexualité doit jouer ce rôle, non pas simplement être dans tout ce qui est, ouais, vouloir combler mes désirs à moi, mais prendre soin de l'autre. Voilà. Alain Delannoy? Ah, moi, je suis pas convaincu du tout. Moi, je pense que l'éducation à la sexualité ne doit pas se faire à l'école. Je préfère. Moi, je vais être carrément. Je pense qu'il est moins dangereux pour un enfant de regarder un film pornographique en cachette de tout le Pas monde. pornographique. Si, pornographique. Pas pornographique, mais érotique. Vous voyez tellement aujourd'hui, Oui. mais dans des tas de films, même à la télévision, vous voyez des choses qui ne sont pas de la pornographie, qui sont de l'érotisme, qu'on a tous plus ou moins vu quand on était adolescent, même avant, etc., sans se comprendre, puis finalement, on finissait par comprendre, etc. Vous emmenez des enfants au cinéma. Il y a beaucoup de scènes suggestives, parce que la pornographie, c'est violent, oui, c'est chirurgical pour le coup, hein, presque. Hein, voilà. Ça n'a, tandis que dans les films, dans l'érotisme, on vous montre plutôt des sentiments, des ressentis, etc. Et je pense que peu de jeunes aujourd'hui, arrivés à 18 ans, n'ont pas vu quelques scènes au cinéma, etc. Mais je pense que la pornographie, elle abîme parce que c'est un acte à l'état brut, quoi. Enfin, à ce moment-là, autant voir des chevaux s'accoupler, oui, c'est très, voilà, ou des chiens. Tu vois. Alors. Bon, mais ça n'a pas grand-chose de plus. Hein. Ça abîme, d'accord, mais de toute façon, il va bien falloir qu'on apprenne la chose. L'enfant, il est asexuel et un jour, il va falloir qu'il devienne... À l'adolescence, il apprend... son corps va lui parler. Hein. Non, le corps ne parle pas. Ça, l'expérience des enfants sauvages montrent que le corps ne parle pas. Hein. Les enfants sauvages n'ont pas de désir, d'amour. S'ils n'ont pas vu quelqu'un, mais le jour où vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous avez les hormones qui montent. Non, pas du tout. Si, vous pouvez avoir 15 ans, 16 ans, j'assure que si. Bon, enfin bon. Là, on est... Peut-être que les garçons sont moins dégourdis, j'en sais rien. Enfin, mais là moi, je me réfère à des données scientifiques. Et voilà, il n'y a pas, a priori, de désir sexuel inné. On sait que c'est un acquis et pas inné, d'accord. Oui, toute la mécanique... corporelle, évidemment, est naturelle. Enfin, et de toute façon, tout est naturel. Oui, ça se fait. Je n'aime pas du tout cette différence entre le naturel et le mais c'est naturel. mécanique, oui. Donc, ça sent la petite mécanique, elle se met en route assez vite. Hein. Mais le désir lui-même, il vient de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, de toutes ces choses. Quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose ne va pas découvrir tout seul comment le faire. Enfin, oui. Bon, écoutez... Enfin, bon... Moi, je cite le neuroscientifique Serge Wunsch, décédé en 2018.
il a écrit un livre extrêmement bien sur ce, je me souviens plus le sujet, le titre, les gens retrouveront, sur ce fait qu'il n'y a pas Je sais pas. d'instinct humain, Peut-être, je il n'y sais a pas, quasi rien Ouais. d'instinctif Les- dans le désir Les, sexuel et les humain. jeunes femmes, quand elles vous parlent des papillons, c'est pas des papillons au bout des doigts. Et vous êtes jeune, pas énormément d'expérience, vous êtes à l'adolescence, vous en sortez à peine, etc. Et donc, je sais pas comment ça se passe pour les garçons, mais vous sentez bien que quand vous voyez quelqu'un, et ben que ces papillons, ils sont pas au bout de vos doigts. Donc, que ce que vous ressentez, c'est votre corps aussi. Donc, d'ailleurs, je voudrais poser une question au père, justement, parce que être amoureux, c'est souvent un tout. C'est pas parce qu'on a tendance, alors dans l'Église catholique particulièrement, je trouve à en faire quelque chose d'éthéré. Mais en fait, quand vous êtes amoureux, en fait, c'est un tout qui vous transporte. C'est-à-dire, c'est la personne, sa voix, son sourire, sa manière d'être. Et en fait, vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie de mieux la connaître. Mais il y a aussi vos corps qui se portent. Et donc, le corps parle aussi. Donc, c'est un tout. Et ça, j'aimerais qu'on en dise un mot parce que c'est... Est-ce qu'on peut dire qu'on aime vraiment quand il n'y a pas aussi le corps qui parle? Vous voyez? Oui, alors, et bien sûr, moi je trouve qu'on aime vraiment si on respecte l'autre et qu'on respecte les chemins. Oui, Et c'est ça oui, mais on est ça c'est concentré de autre soi. chose, oui. Donc si on est décentré de soi, donc si c'est pour ça qu'il y a un apprentissage et donc il y a quelque chose qui parle bien et qui est connu de tous, c'est Saint-Exupéry qui parle de l'importance de s'apprivoiser et on s'apprivoise petit à petit Mm, et on voit bien quand on a son meilleur ami, ben on devient pas meilleur ami d'un coup. Il y a eu tout un bien apprivoisement. sûr. Et quelque chose de très fort, c'est que quand on se retrouve 20 ans après, on se retrouve comme on s'était quitté. Et c'est ça qui est très beau. Et donc, on voit bien qu'il y a effectivement tout un langage, un ensemble d'éléments qui ont été pris en compte et qui fait qu'on progresse dans l'amour. Mais dans cette progression, ce qui est fondamental pour moi, c'est de respecter la liberté de l'autre. C'est le plus beau cadeau. Alors, on a Mm, envie de montrer son amour, on a envie donc de poser des gestes, mais est-ce que le geste est adéquat et correspond à la d'accord. situation? Mais moi, ma question, mon père, c'est quand on n'a pas envie de poser ce geste, c'est qu'on n'est pas engagé sur un chemin d'amour, on est sur un chemin d'amitié, d'autres choses, non? Parce qu'on peut aimer très très fort des gens sans être porté physiquement vers eux. Oui, ça c'est sûr C'est que aussi un c'est discernement à complètement avoir. Donc, ouais, est-ce un qu'il faut peut-être pas discernement le à avoir. refouler complètement? Vous voyez, enfin, il faut pas à la fois pas nier cette attirance physique. Il faut pas la nier parce que il faut aussi la chercher parce que si on l'a pas, ça veut dire aussi peut-être que c'est pas ça. Combien de couples peut-être se seront unis pour des raisons sociales, par amitié, par tendresse, etc. Et, et, c- et c'est pas ce que vous appelez Alain Delannoy l'amour sexuel qui fait que normalement c'est un tout dans un couple. Non, vous n'êtes pas d'accord, Père Crap? Moi, je pense qu'il n'y a pas la personne idéale et l'âme sœur n'existe pas. Et donc, en soi, il s'agit de construire. Donc, bien sûr, il faut des atomes crochus. Bien sûr, si on a la culture commune, si on connaît la famille, s'il y a un ensemble de choses, un apprivoisement. Mais une fois qu'on construit, et c'est ça qui est beau, c'est que si les éléments de base sont là, on peut construire. Ah, ok. Vraiment. Hum. Euh, Si je peux rebondir Alain Delannoy, ouais. sur le père Gravé, oui, je suis tout à fait, je le suis tout à fait sur le fait qu'il faut s'apprivoiser. C'est ce que j'explique vers la fin du deuxième tome, c'est que il faut se donner des limites en fait. Enfin, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je vous laisse conclure qu'il faut se donner des limites parce que sinon on va nulle part. Il n'y a pas de limite, hein. L'homme, on a un cerveau monstrueux ou génial ou grandiose, mais toujours est-il que ce cerveau n'a pas de limite et il peut à la perversité, on trouvera toujours le moment d'aller plus loin. Donc, ce qu'il faut, c'est s'apprivoiser, effectivement. Ouais. Se dire, bon, ben, par exemple, hein, moi, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, je suis très tolérant, peut-être trop, mais voilà, je suis comme ça. Donc,
on se dit, bon, par exemple, cette fille me plaît, je vais rester avec elle. Point. Je me donne des limites. Je n'irai pas avec les autres. Et même quand ça n'ira pas bien, je ne réfléchirai pas ailleurs. C'est une limite qu'on se donne parce que sinon, on risque d'aller beaucoup trop loin. Et dans la perversité, c'est pareil. Je veux dire, on commence, tiens, ça me plaît, oh tiens, et puis ça me plaît aussi. Et puis... Ça, c'est la pornographie, c'est effrayant. Ah, mais non, pas Une seulement la chose en entraîne pornographie. une autre, toujours. C'est ce que disent tous ceux qui ont été accros. Pas que la pornographie, Ils disent tout. toujours, je regardais pas ça au début, et puis après, c'est un engrenage infernal, mais quand infernal au sens de l'enfer. Enfin, Découvrir l'amour, c'est découvrir, par exemple, qu'un jour, un enfant normal, quand il voit deux adultes s'embrasser, il fait bleh. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Et puis, le nombre de microbes que vous que vous échangez, quand même, c'est vrai. Non, mais quand on y songe, on n'embrasserait pas tout le monde, quand même. C'est parce que justement, il y a ces phéromones là qui sont là dans l'air. Bon, bref. Et puis un jour, on le fait. Et puis un jour, on fait autre chose. Et puis, ah tiens, tu as entendu parler de ça, on pourrait le faire aussi. Ah ouais. Bon, il y en a maintenant qui fantasment sur s'étrangler, plein de choses. Et on peut aller à des choses. Et là, il n'y a pas de limite. Là, mais qui ne sont pas de la sexualité. C'est vous qui le dites. Hein. Qui sont, non, c'est des jeux pervers, mais c'est pas la sexualité. Normalement, c'est quoi? C'est l'acte reproductif de deux êtres qui vont se compléter. En fait, l'idée, c'est de retrouver l'androgyne d'une certaine manière, c'est de retrouver cette unité primordiale. En fait, c'est ça. Alors après, ça c'est pour les initiés, mais il y a une sexualité d'initié. Elle est pas du tout dans la perversité. Elle est dans des sortes d'initiation aussi. Alors, évidemment, c'est pas pour le commun des mortels, parce que les gens, la plupart se comportent comme bien pire que des animaux. Mais bon, n'empêche que c'est ça l'embryon. C'est pour ça que ça donne la vie, que c'est un acte très fort. Parce normalement, il donne la vie. La sexualité, elle débouche sur la vie. Et là, c'est vrai que dans l'éducation dite sexuelle, on dégage ça. Donc, c'est juste des jeux, des je sais pas quoi, qui sont bizarres. Alors, attendez, il y a quand même des auditeurs. Alors, je crois que c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est le courriel. Il faudrait que Claudio, mon technicien préféré, enfin, c'est tous mes préférés, mais quand même, Claudio, il y a des plus préférés que d'autres, me dire l'adresse pour écrire pour les auditeurs, parce qu'il y a des auditeurs qui ont écrit en direct. Donc, il y en a une, avant que Claudio me le dise. Une auditrice, il n'est pas certain que l'arrivée de la pornographie ait stimulé la démographie. L'éducation sexuelle à l'école réduira peut-être encore la natalité. À voir, c'est peut-être le but. Et une autre auditrice nous écrit j'adore le Roquefort, donc ça n'a rien à voir. Aussi. Bon, alors elle parle de l'abattoir et des brebis. J'ai plusieurs questions sur le Roquefort là, mais malheureusement. Alors courtoisie@rc.fr, courtoisie comme la courtoisie @rc.fr. Vous avez encore un petit quart d'heure, petit pour poser des questions à nos invités, et j'ai le plaisir d'accueillir mon chroniqueur préféré. Alors lui, c'est le préféré parce que c'est le seul, donc c'est facile. Ludovic Joubert. Bonjour Ludovic. Alors, je vous entends pas, Ludovic. Il va falloir mettre le son, ça va être beaucoup plus facile. Ah, ça y est. Ah, voilà. J'ai mis le son. Ah voilà, c'est tout bien. Là, je vous vois, tout le monde vous voit et tout ça. Donc d'ailleurs, on n'hésite pas sur YouTube à mettre le pouce, à faire circuler, puisque nous, Radio Courtoisie, qui n'est pas les émissions du matin, eh bien, on n'a pas beaucoup d'abonnés encore, donc il va falloir faire circuler à fond, mettre des pouces et voilà, pour faire monter la chaîne. Alors, c'est pour ça qu'on se filme, c'est pas par plaisir qu'on se filme, vous imaginez bien, on aimerait bien pouvoir arriver échevelé, picoler pendant l'émission, se mettre les doigts dans le nez, enfin tout ça, bref. Et on peut plus maintenant qu'on est filmé, et on fait ça justement pour faire monter la chaîne. Alors, aidez-nous, chers auditeurs. Ludovic, la chronique des mots à tiroir. Est-ce que vous vouliez rebondir les uns ou les autres sur quelque chose avant que Ludovic fasse sa chronique? Et moi, j'ai été très intéressé par ce qui a été dit sur le fait que l'amour et la sexualité, ce n'est pas du centrage sur soi. Voilà, et que sinon c'est sans limite et donc on est dans la relation et tenir compte de l'autre, et je trouve ça très beau d'avoir eu cet éclairage. Moi, très rapidement, je pense effectivement, comme votre auditrice, que l'éducation à la sexualité, telle qu'elle est vue par
tel qu'il est promu, ne va pas du tout aller dans le sens d'un regain démographique, hein. Moi, je peux vous le prédire. Ah oui, ouais, ouais. Non, non, mais c'est sûr. Ni même dans un regain de désir sexuel. Je pense que ça rabaisse trop l'amour à quelque chose de trop banal. L'amour a besoin d'être mis dans un peu de secret est bon pour l'amour. Mais là, je parle quand on leur parle pas du tout d'amour, hein. Enfin, on leur parle de consentement qui tient lieu de morale, mais ça s'appelle pas une morale. Ah, Alors, on va partir. Est-ce qu'on a une petite chose pour Radio Courtoisie à mettre ce petit terme suranné, les bobino, Claudio. Voilà, on va le mettre. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Mais oui, toujours en votre compagnie, le Libre Journal de Salzabertin. Alors, Ludovic, pour cette émission sur amour et sexualité en ce week-end de la Saint-Valentin. D'ailleurs, on n'a pas parlé encore de ce pauvre Saint-Valentin qu'on connaît bien mal. Alors, je compte sur vous, messieurs. Alors, quel est ce mot à tiroir que vous nous avez trouvé aujourd'hui, Ludovic Joubert? C'est un mot qui a été prononcé au cours de l'émission. C'est le mot pudeur, qui est assez simple en fait. Pudeur vient du latin. Il signifie sentiment de honte, de retenue, de délicatesse. Il vient du verbe pudere, donc avoir honte, de la famille de impudent. Impudent, ça veut dire qu'il manque de retenue. L'impudeur désigne un sentiment aussi d'appréhension à l'égard de ce qui peut blesser le sentiment de respect qu'on a pour soi-même. Spécialement un sentiment de gêne éprouvé à faire, à être témoin ou à envisager un acte de nature sexuelle. La pudeur, liée à la honte, est donc le premier sentiment de l'histoire de l'humanité, et c'est le fruit du péché originel, même si le mot péché apparaît, je l'ai appris aujourd'hui, pour la première fois dans la Bible, dans une conversation entre Dieu et Caïn. Caïn, l'impudique au sens littéral, le sans honte, le sans scrupule, qui, à Dieu s'inquiétant de la disparition d'Abel, répond, alors qu'il vient de le tuer, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Pour revenir à Adam et Ève, la Bible dit qu'ils se couvrirent de feuilles de figuier après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'ailleurs, le fruit défendu est-il une pomme? Il s'agit sans doute d'une erreur de traduction. La Genèse ne spécifie pas quel fruit est produit par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque la Bible a été traduite en latin, il est possible qu'il y ait eu confusion. En latin, le fruit se dit pomum, mais le mal et la pomme ont également une racine étymologique commune, puisqu'ils se disent respectivement malum et malus en latin. D'ailleurs, en italien, la pomme, c'est mela. Résultat, la nudité est un rappel de la faute originelle. Évidemment, je ne l'apprends à personne. La pudeur est aussi la pudeur des sentiments. Renaud Camus, dans un de ses nombreux volumes de journal, nous donne l'exemple de la vénérable actrice Danielle Darieux, déclarant dans une interview, assez paradoxalement, « Tu sais, chez moi, ce qui domine, c'est la pudeur ». La pudeur est aussi le moteur comique de ce qui est montré involontairement, même quand rien n'est montré. Dans un des premiers épisodes de la série Friends, un personnage attire notre attention sur la pudeur du personnage Donald Duck de Walt Disney, qui se balade toujours cul nu, mais se ceint la taille d'une serviette au sortir de la douche. C'est plus sérieux qu'il n'y paraît, si on y réfléchit un peu. Oui. Je me souviens aussi d'une scène comique dans le joli film Splash, qui est une variation moderne sur la petite sirène, où la secrétaire étourdie du personnage principal porte son soutien-gorge sur son chemisier. La pudeur est inversée et cela s'appelle l'empathie puisque personne n'ose le lui signaler. Récemment, nous avons l'exemple de la tenue, le manque de tenue et de retenue de Kim Kardashian, paix à son âme, habillée couleur chair, de manière à créer l'illusion de la nudité, et plus obscène que si elle avait été complètement nue. Dans un film, un soutien-gorge sur un vêtement, c'est une inversion comique. Dans la réalité, un sous-vêtement apparent, soit c'est un accident, soit ça devient une mode, et c'est une perversion au sens strict, soit même une inversion satanique. Le monde en est tout retourné, les sous-vêtements deviennent des accessoires, les vêtements deviennent des sous-vêtements, et la peau elle-même devient un accessoire. Que serait un monde sans pudeur? Je me souviens d'avoir entendu Catherine Millet, auteure du livre autobiographique La vie sexuelle de Catherine M., dire qu'elle rêvait d'un monde où il serait possible de faire l'amour en public sans que cela gêne personne. Cela peut sembler attirant, même excitant. C'est la différence entre le fantasme et sa réalisation possible. Un proverbe anglais nous enjoint à nous méfier de ce que nous souhaitons. Dans la réalisation du fantasme, nous parlons d'un monde d'où ont totalement disparu les frontières entre l'intime et le public, un monde d'exhibitionnisme. Est-ce une fiction? Ce meilleur des mondes n'est-il pas le nôtre?
Pour ma conclusion, je vais prendre un risque sans commettre d'attentat à la pudeur. Spécialité gouvernementale. La ministre Elisabeth Borne a-t-elle vraiment déclaré que le fait de copuler devant ses enfants serait normal et courant? Je fais appel aux auditeurs pour la vérification de ses propos. Si c'est vrai, peut-être prend-elle son cas pour une généralité. En même temps, l'agenda mondialiste qui dégouline jusque dans les écoles est obsédé par le consentement sexuel des enfants. Ariane Biran dénonce ce dangereux fantasme comme une aberration. Sa formule est souveraine. Les droits sont censés nous protéger contre les pulsions. De plus, les adultes sont privés de leur droit à exercer leur propre consentement à ces programmes. Le monde du pouvoir impudique et obscène n'y voit pas de contradiction. Il ne fait plus la différence entre la scène et l'obscène. Raison de plus pour lui administrer une bonne fessée, une correction, et les fans du film Shining me comprendront, et en public. L'impudeur de la scène serait pour le coup jouissive. Ah oui, bah, je suis d'accord avec vous. Hein. Ouais, oui. Merci pour cette très belle chronique, Ludovic, qui est très riche, hein, qui a bien pris le terme dans toutes ses acceptions et toutes ses nuances. Alain Delin voulait réagir? Ne lui donnez pas une hache. Ah, ne nous donnez pas une hache à Ludovic et moi. Mais bref, non, un revolver, tout simplement, vous avez vu, Oui. hein, les seules fois où on meurt d'amour, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a pris le revolver. Hein. Oui, Et moi, c'est pas forcément contre ceux que j'aime ou que j'ai aimé que je prendrais le revolver. Mais il y en a d'autres, effectivement, je crois que... Il y a des petites punitions qui se perdent, quoi, des châtiments même. Plutôt le mot est plus adéquat. Cela dit, il y a toujours de la pudeur dans notre société, mais bon. Alors les jeunes, oui, les jeunes. En fait, quand vous parlez avec les jeunes, il y en a une partie qui a perdu complètement sa sensibilité. Donc ils vont dans des magasins, des trucs, acheter des choses. Effrayantes. Et puis d'autres justement trouvent toutes ces dérives au quiche, toute cette impudeur, toute ça particulièrement répugnant. Alors il y a un auditeur ou une auditrice. Bonjour à tous. Le paganisme célébrait Eros, mais le christianisme l'a fait disparaître au nom de l'agapé. Alors justement, je voulais en parler. Merci beaucoup, chère auditrice, qui est dépourvue de toute sexualité. On vit donc la sexualité dans une forme de légère culpabilité si on est chrétien. La sacralité de l'acte a disparu et Aphrodite pleure depuis des millénaires. Qu'en pensent vos invités? Alors, Père Craplet, vous voulez répondre? Après, Alain Delannoy, et même Ludovic, hein, vous n'hésitez pas, hein, Ludovic. Je dirais simplement qu'effectivement, les deux sont liés. C'est sûr que je pense qu'il y a un risque effectivement d'être dans la culpabilité alors que il y a quelque chose de très beau que Dieu a prévu, et de cet Eros, donc le don des corps, quand il est fait que de liberté qui se donne dans ce projet, comme on disait, avec ses limites qu'on s'est données, donc dans le mariage. Je trouve ça particulièrement beau parce qu'on n'exploite pas l'autre, mais on se donne. Voilà, le don de soi, donc c'est ce que résume l'agapé. Donc je trouve que les deux se marient bien. Oui. Alain Delannoy? Sur l'amour et l'agapé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus... y a quand même... Pour moi, l'amour, la sexualité déconnectée de l'amour arrive forcément à un fait de violence. C'est faire violence à l'autre de toute façon que de le prendre comme un objet pour sa propre satisfaction de pulsion, en fait. En plus, qui sont des plaisirs quand même très bas de gamme, excusez-moi, mais c'est pour... vous savez, c'est la télévision du pauvre, du peuple, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'opium du peuple, en fait, le sexe. Donc, ce sont quand même des plaisirs très bas de gamme. Bon, mais ça, c'est sympathique, hein, ça va, c'est sympathique, mais bon... Voilà, ça pas non plus. Donc on en fait toute une histoire. Donc on pousse plus loin pour voir le nombre de sensations. Mais voilà, donc ça, il faut quand même répondre à ces choses-là parce que j'ai l'impression qu'on va plus vers Thanatos, Eros et Thanatos, que vers Eros agapé. Vous voyez, aujourd'hui dans le discours que l'on a. Mais après, individuellement, quand vous parlez notamment à la jeunesse, eh ben eux, ils sont un peu en révolte par rapport à ça. Et il y a une baisse d'ailleurs de la sexualité. Parce que on les en a dégoûtés, en fait. Oui, je pense que c'est plutôt ça, oui. Oui, ça me parle. C'est-à-dire que oui, la manière dont... Je vous rappelle que je suis parti dans mes recherches, au départ, c'était le caractère prescriptif qu'il y avait dans les discours sur l'amour, ou dans les représentations de l'amour. Et je pense que justement, le discours actuel
la représentation actuelle qui est faite de l'amour ne donne pas envie. Et ce n'est pas seulement à cause de la pornographie, hein, c'est aussi l'illégalité femmes-hommes, ces genres de choses-là. C'est la tolérance pour n'importe quoi, pour tout et n'importe quoi. Ces choses-là ne donnent pas envie. Je rappelle, pour moi, l'amour, c'est du côté de l'interdit. Si tout est permis, l'amour n'a plus aucun goût. Je crois pas. Je pense qu'il y a toujours un peu de violence dans l'amour, mais il faut. Vous le dites. Voilà. Croire en une sexualité de douceur, c'est être un enfant ou un socialiste utopique. Est en effet chimérique l'idée d'une société harmonieuse où la sexualité voit s'unir le couple angélique d'un ange et d'une angesse, où le plaisir que l'on donne à son partenaire est un service de haute amitié, où l'orgie se défie de la pure sensualité en étant organisée par le ministre et le pontife qui ménagent des réunions délicieuses, des sympathies cumulées, etc. Là, je me moque directement de Fourier et de sa conception que je trouve stupide de l'amour. Ouais. Là, de ce côté-là, je reste proudhonien qui disait « ce vieux fou de Fourier ». Et je pense la même chose. Je parle du livre, évidemment, le nouvel ordre amoureux. Oui, le nouvel ordre amoureux. Oui. Mais bon, voilà, donc il y a une chose. Et alors, vous dites, la sexualité, en fait, la sexualité a une place réduite, parce qu'on en parle, voire marginale dans la vie humaine, alors qu'il place la sexualité très haut dans leur représentation du monde. L'on estime à 1 ou 2% le temps moyen de leur vie consacré aux activités sexuelles par les Occidentaux actuels. Avec une moyenne par couple de 2 à 3 rapports sexuels par semaine, d'une durée de moins de 5 minutes, bravo, chacun, cela représente environ 10 heures par an, tout au plus de coït. Le travail sur la même période approche le chiffre de 2000 heures par individu. Tout ça, c'est très romantique, hein, vous avez noté. J'adore. Le temps de Noël, de sommeil, dépasse les 2000 heures. Le temps des repas est autour de 600 heures. Le temps consacré à regarder la télévision est en moyenne de 1200 heures. Et l'on passe dans les 100 heures aux toilettes, environ 2500 fois par an pour un temps en moyenne de 2 à 3 minutes. Donc en fait, on se définit 200 fois plus par le travail que par la sexualité. Et il y avait eu, il y a 3-4 ans, je crois, enfin, c'est pas très ancien, un sondage où on avait demandé aux Français, alors qu'est-ce que vous préférez, une bonne nuit d'amour ou une bonne nuit de sommeil ? Et l'immense majorité avait répondu une nuit de sommeil. Là, on va rejoindre les Japonais. Hein. Les Japonais ont cette particularité d'être le seul peuple au monde qui, à la question qu'est-ce que vous préférez faire dans la vie, ils vous répondent, tous les autres peuples répondent faire l'amour. Eux répondent manger. Ah oui. Bon, ils mangent pas beaucoup, hein. Ils ont des petites portions. Oui, mais c'est très bon. Et donc, mais c'est très bon, c'est vrai. C'est raffiné. Le Japon, je rappelle qu'il y aurait au moins un quart des jeunes, enfin des Japonais entre 18 et 40 ans qui sont vierges, hommes comme femmes. Au Japon ? Oui. Et que, les rapports sont extrêmement rares. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on va vers ça. Hein. C'est-à-dire que non seulement on est en déclin démographique, mais on va aussi, il y a une baisse des rapports intimes, du fait même, à mon avis, que le discours sur l'amour est pas excitant. Voilà. C'est-à-dire que mettre Kardashian dans son... Une fois, c'est rigolo, une fois, c'est excitant, mais quand c'est tout le temps, il n'y a plus rien d'amusant. Après, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Il faut aller toujours vers plus. Je voudrais citer le père avant de se quitter. Chaque geste engage. Ce que l'on fait dans la vie résonne dans l'éternité. Ce n'est pas de vous ça, mais bon. Cela tient à ce qu'on appelle la mémoire du corps. Les gestes donnés ou reçus marquent notre affectivité, tout comme les événements vécus marquent notre mémoire. Ils s'impriment. C'est pour cela qu'il est si grave de jouer avec le corps des autres. S'ils sont malvenus ou déplacés, les gestes dégradent et parfois blessent profondément. Le corps n'est pas un simple instrument qu'on peut utiliser comme on veut. Un instrument n'a pas de mémoire. Et voilà, et donc il y a aussi ce que disent, moi j'aime beaucoup la formule corruptio optimi pessima, la corruption du meilleur est ce qu'il y a de pire. Donc en ce qui concerne l'éducation à la sexualité des enfants, avec tous les pièges que cela implique, et des gens de droite n'ont pas
ne sont pas montés au créneau, et notamment sur CNews, face par exemple à Aurore Berger, qui sont des vrais, des gens qui louvoient. Les pièges est partout, c'est une honte. Et je vous l'ai dit, cette éducation-là, c'est non. Merci Alain Delannoy, Anthropologie de l'amour sexuel, Théorie de la sexualité, l'interdit et sa transgression. Le père Gaspard Craplet sur Libre pour aimer en vérité, quoi, chez Artege. L'autre, c'est L'Harmattan. Et mon cher Ludovic Joubert, à bientôt pour une prochaine chronique des mots à tiroir. Et puis un jour, peut-être quand même en studio, parce que vous n'habitez pas en France, mais on a des projets d'émission quand même qui verront le jour.